Nous sommes le 6 juin 1944. Depuis minuit, le calme de la campagne normande est brisé par les bruits d'avions de la 101e et 82e Airborne dans le Cotentin ou les explosions de la prise des ponts par la 6e Airborne anglo-canadienne. À l'ouest de l'Orne, les plages de Juno et Sordes sont encore endormies. Mais un danger mortel plane sur ces bandes de sable, devant bientôt accueillir les troupes britanniques et le commando français. Dans la campagne de Merville se trouve une batterie d'artillerie fortifiée qui a pour but de sécuriser l'entrée de l'Orne et de son canal. Son positionnement est idéal, quasi dans l'alignement des plages qui peuvent être sous son feu. La plage de Sordes est directement dans sa ligne de mire. Sa neutralisation est donc une priorité absolue. La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions Orep, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions Orep permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. S'il y a bien une opération sur laquelle les Anglais ont vraiment mis le paquet pour la nuit et l'aube du 6 juin 1944, c'est bien la prise de la batterie d'artillerie de Merville. Tout a été planifié, avec des moyens importants, des actions redondantes pour compenser les aléas, un entraînement intense et un plan commando simple sur le papier. Pourtant, malgré cela, le lieutenant-colonel Otway gagnera le titre de commandant le plus malchanceux du jour J, car rien, et absolument rien, ne se passa comme prévu. Seul le courage d'une poignée d'hommes menée par Otway lui-même permettra quand même à remplir la part de la mission la plus importante, sauvant ainsi la vie des centaines de soldats qui vont débarquer en ce jour particulier. Dès le début, le plan du débarquement des Alliés s'appuie sur le canal de Caen et la rivière Orne, qui servent de murs protecteurs sur leur front gauche, mais qui ensuite pourraient être un obstacle à la poursuite des opérations. Tandis que les plans se font autour des ponts, un objectif important sort du lot. Depuis 1941, au sud-est de la station balnéaire de Merville, se trouve un camp allemand d'artillerie hippomobile mis en place pour défendre l'entrée de la rivière Orne et son canal. Devant se protéger des attaques aériennes dès le printemps 1942, elle s'intègre au plan de l'organisation Todd, qui doit définir la construction du fameux mur de l'Atlantique. Dès août 1942, les casemates 1 et 2 sont mises en construction, et la fin des travaux se finira en mai 1944 avec la mise en service opérationnelle des casemates 3 et 4. Les casemates peuvent travailler en isolation complète, vu qu'elles contiennent tout le nécessaire, un abri fortifié pour le canon, une réserve de munitions et des logements pour les soldats de garde. Protégé par 2 mètres d'épaisseur de béton, avec en plus une couche de terre sur le dessus, le site est quasi invulnérable aux bombardements, même les plus durs. Plusieurs actions seront tentées, mais sans aucun résultat probant. Le dernier, courant mai 1944, n'aura même pas égratigné la peinture des canons. Le site est en complément protégé de l'aviation avec un canon anti-aérien et de l'infanterie par une double ceinture de barbelés de 1,50 m de haut et de plus de 4 mètres d'épaisseur. L'ensemble est entouré d'un champ de mine à 360 degrés entre les 2 ceintures de barbelés. Un réseau de tranchées et un fossé anti-char protègent les flancs frontaux de la batterie face à la mer. Et pour finir, des casemates contenant des mitrailleuses complètent le dispositif de défense. Une vraie forteresse au milieu du bocage. La batterie est en jargon militaire une batterie aveugle, c'est-à-dire qu'elle ne voit pas les cibles où elle tire. Les coordonnées sont transmises par téléphone aux chefs de pièce qui font les réglages selon les noms de code cibles définis à l'avance. Un poste d'observation à Franceville sur le rivage, relié à la batterie par téléphone, permet de préciser et de rectifier les tirs.
Les casemates, assez imposantes pour contenir des pièces de 150 mm, ayant une portée de plus de 18 km, mais même Juno Beach à portée. Le 6 mars 1944, Rommel inspecte le site et fait accélérer les constructions qui seront opérationnelles en mai. C'est l'Oberlieutenant Raimund Steiner qui est en charge de la batterie depuis que l'Hauptmann Walter a été tué dans un raid. La garnison permanente est de 200 hommes, dont 80 artilleurs appartenant au 1716e d'Artillery Regiment, 50 sapeurs et le reste entre les soldats de la 716e et les officiers et sous-officiers. Et pourtant, il va bien falloir rentrer pour mettre ces pièces hors d'état de nuire. C'est le général Montgomery qui prend la décision pour une attaque commando sur Merville. Il en confie le 2 avril 1944 l'exécution au lieutenant-colonel Terence Otway, du 9e parachute bataillon de la 6e Airborne britannique, en lui donnant carte blanche pour sa préparation. Et Otway, il va s'en servir. Le lieutenant-colonel est réputé pour être dur et demander le meilleur des hommes sous ses ordres. Il les sélectionne lui-même et les isole des autres paras de la 6e aéroportée. Otway demande à ce que chaque homme sous ses ordres connaisse le lieu et l'enchaînement des ordres de l'opération. Un site reproduisant la batterie de Merville est construit en une semaine près de Walbury. Durant la construction, Otway fait travailler ses hommes avec le génie pour les endurcir à la tâche et leur faire connaître le site par cœur. Oui, cela ne rigole pas avec Otway. Les entraînements au parachutage suivis de l'attaque du site se font par tout temps, toute heure, du jour et de la nuit, ne laissant aux hommes aucune place à l'imprévu. Il y en aura 5 de jour et 4 de nuit jusqu'au 31 mai 1944 et leur déploiement sur leur zone de départ. Voyons le plan mis en place. Vers minuit 30, le site sera bombardé de façon intense par une centaine de Lancaster et de Halifax pour faire éclater les mines et détruire les barbelés. Dans le même temps, 4 éclaireurs seront parachutés non loin de l'objectif pour nettoyer discrètement la voie de l'attaque principale. À minuit 50, le commando de 600 hommes et 35 officiers est largué dans la drop zone V près de Varaville. Il est accompagné d'un train de 5 planeurs apportant le matériel lourd. Ils doivent être prêts à lancer l'assaut sur la batterie vers 4h30. Dans un premier temps, le point de rassemblement se trouve près de la drop zone V. Ce point servira de point de lancement pour la marche en direction de Merville à 2h30. Le point de rendez-vous isolé permettra de répartir les jeeps, les canons anti-chars, mortiers, mitrailleuses, Bangalore et détecteurs de mines entre les équipes. Un second point est défini vers Gonneville-en-Rouge, à l'est de la batterie, pour rassembler les troupes et les mettre en place pour l'assaut sur l'objectif. Ce point servira aussi pour les retardataires. À 4h30, le 4e escadron fera une diversion à la porte principale. Dans le même temps, 2 groupes de tireurs d'élite élimineront les servants des canons extérieurs, nids de mitrailleuses et canons anti-aériens. Tandis qu'Otway et le gros de la troupe lancera l'assaut principal au travers des voies dégagées dans les barbelés et les champs de mines. C'est à ce moment-là que 3 planeurs Orsa atterriront dans l'enceinte même de la batterie dans l'objectif d'apporter les renforts de la compagnie A et les hommes du génie, soit un supplément de 60 hommes au milieu des ennemis. L'ensemble fera la jonction avec les commandos des planeurs. Ensuite, le génie fera exploser les canons et les casemates de l'intérieur pour détruire le site. Un dernier signal du succès de l'opération sera envoyé avant 5h30 pour éviter que le HMS Arethusa ne bombarde le site comme prévu en cas d'échec de l'opération. Les hommes sur place se mettront alors en défense du site pour servir de point de blocage protégeant le nord du gros des parachutages de la 6e aéroportée. Le général Gale, commandant de la 6e division aéroportée, donna le message suivant au lieutenant-colonel Otway. Votre état d'esprit doit être le suivant. Un échec est impensable. Tout va se dérouler comme sur des roulettes. Sauf que ceci est le plan sur le papier. Et il faut avouer que le sort s'est quelque peu acharné sur cette mission. Car dans la réalité, tout va se dérouler de travers. Et les multiples accros vont s'additionner tout au long de l'opération. Pour commencer, dès minuit 50, le raid d'une centaine de bombardiers rate complètement l'objectif, et les bombes tomberont trop au sud de la position. Pas une seule bombe ne touchera l'objectif. Les derniers bombardiers largueront leurs bombes dans la zone de parachutage de nos éclaireurs, qui auront chaud. Justement, les éclaireurs tombent au bon endroit, mais leur matériel Eureka est endommagé durant le parachutage, pénalisant le balisage comme point de repère pour les planeurs d'assaut. Ils arrivent en vue d'un site n'ayant subi aucun dégât. Ils ne peuvent que noter la situation, préparer le second point de rendez-vous et attendre Otway et le gros de la troupe. Justement, la drop zone V à l'ouest de Varaville est le plus mauvais parachutage des Anglais.
Les éclaireurs n'ont pas pu mettre la drop zone en place. De plus, beaucoup de C-47 dépassent l'objectif et droppent les troupes dans le marais où elles se noient. Otway est bien largué à 370 mètres de la drop zone, mais directement dans une ferme où se trouvait un QG allemand répertorié sur les cartes. Un combat s'engage dès l'arrivée au sol, et heureusement lui et ses hommes arrivent à s'enfuir dans la campagne. Au point de rendez-vous, les hommes se comptent, et ne sont qu'environ 130 sur les 600 hommes prévus. Le pire, le matériel de support a été perdu. Pas de jeep, ni de canon, et encore moins de mortiers ou de mitrailleuses. Le train de planeur a disparu, et on ne sait pas où est-ce qu'il a atterri. Il est quasi l'heure du départ, et Otway n'est même pas au point de rendez-vous. Ces hommes s'impatientent. Doivent-ils partir sans le patron? Enfin, avant 2h30, Otway arrive avec 20 hommes et une seule mitrailleuse et quelques bangalores. Voyons leur nombre très réduit, ils attendent jusque 2h50 avant de lancer le départ vers le point numéro 2. Pressé par le temps, la troupe rejoint les éclaireurs du Major Smith à l'ouest de Gonneville-en-Auge. Ils se mettent en position en attendant les renforts des planeurs. Justement, les voilà qui arrivent, sauf qu'ils ne sont que deux. Le troisième a rompu son amarre au-dessus de l'Angleterre. Le premier confond Merville et Gonneville et va atterrir à 7 km de l'objectif. Le second passe un peu haut au-dessus de la batterie et est tiré par le canon anti-aérien et se fait toucher. Le pilote réalise un atterrissage en urgence à 700 mètres de la batterie. Les hommes sont blessés et ils arrêteront des renforts allemands qui arriveront de Kaboul. Encore à louper. Otway se résigne à lancer un assaut surprise. Sauf que ces hommes sont repérés durant l'approche et les nids de mitrailleuses commencent à tirer dans le tas. Le sergent Knight, avec son groupe, lance une charge à la baïonnette et à la grenade vers le nid de mitrailleuses de la porte principale. La mitrailleuse Vickers s'occupe, elle, du nid de mitrailleuses sur le flanc gauche. L'attaque de Knight réussit à faire diversion et attire de nombreux Allemands du côté de la porte. Son bruit va couvrir une partie de l'assaut de Otway. Alors que les planeurs ratent l'objectif, Otway donne l'ordre d'attaquer en hurlant « Get in, get in !» Injonction reprise par les parachutistes. Les commandos, en premier, se laissent tomber sur les barbelés pour ouvrir un passage de leur corps. Les autres leur marchent dessus pour pénétrer dans la zone centrale. Certains sautent sur les mines. Les bangalores sont mis en place sur le second mur de barbelés qui explose. Mais dès que les premiers commandos passent le mur, les Allemands de la cour lèvent les bras au nom de Ruski. Ce sont des Russes mis dans la 716e qui se rendent. Ils sont regroupés dans les baraquements extérieurs sous bonne garde. C'est à ce moment qu'arrive le groupement de soldats allemands aux ordres du sous-officier Wingasser, qui pensait pouvoir se mettre à l'abri à la batterie après s'être retrouvé au milieu des parachutages. Eux aussi sont faits prisonniers et enfermés avec les autres. Les dépassants, les soldats Alan Mower et Pat Hawkins, courent avec un autre commando vers une casemate. Sur l'arrière, ils trouveront la porte blindée non sécurisée avec un mort allemand en travers. Ils pénètrent à l'intérieur et nettoient l'abri. C'est en ressortant qu'une explosion les souffla en les blessant grièvement. Otway de son côté lance déjà l'assaut vers deux autres casemates en lançant des grenades dans les ouvertures au prix de pertes liées. Une autre casemate n'était pas aussi verrouillée et elle fut nettoyée promptement. Les deux dernières, dont la quatrième qui était pourvue de défense anti-infanterie, résistèrent un temps avant que les grenades défensives et au phosphore neutralisent les Allemands sur place. 22 Allemands sont capturés, les autres sont morts ou ont pris la fuite durant l'assaut. L'Oberlieutenant, Raymond Steiner, n'était pas sur place au moment de l'attaque, car il se trouvait au poste d'observation de Franceville. Le prix est élevé chez les commandos. 75 soldats anglais sont blessés gravement ou tués. La dernière mauvaise surprise est que les canons de 150 mm sont en réalité des canons Skoda de 75 mm, beaucoup moins puissants. Et seul Sword Beach aurait été à portée de la batterie. N'ayant pas d'explosifs, ils sabotent les canons avec des bombes Gammon, sorte de grosses grenades que chaque soldat avait sur lui. Cela ne suffira pas, comme nous le verrons dans la conclusion. N'ayant plus que 75 hommes valides, Otway décide, en accord avec le sergent infirmier allemand Kurt Richter, de laisser ses blessés sur place. Les soldats Mower et Hawkins lui doivent la vie, alors que dans la journée, devant aller à la réserve pour des médicaments, le sergent infirmier Kurt Richter sera tué par un tir d'artillerie. We'd gone in with 150, we came out with 75 on our feet only. The remainder were dead or wounded. Avec ce qui lui reste, Otway ne peut tenir la position face aux renforts allemands qui arrivent en nombre pour contre-attaquer. Le signal de la prise est lancé à 5h15 par un pistolet de signalisation, mais il ne reçoit pas de confirmation. Son agent de transmission sort alors un pigeon qu'il a porté durant toute la bataille. Il s'envole avec le message à sa patte. Le HMS Arethusa n'aura pas besoin de bombarder la zone. Otway se replie vers le sud, pendant que les hommes du second planeur
arrêtent une colonne de renfort au nord de Gonneville avant de décrocher eux aussi vers le sud. Fin de l'opération. Pendant que les troupes s'entraînent à Walbury sur la reconstitution de l'objectif, un week-end après une semaine éreintante, Otway donne quartier libre à ses hommes. Faut bien de temps en temps décompresser. Voyez, il n'est pas si dur le colonel Otway. Les hommes se retrouvent dans une ville, non loin de leur quartier, contenant assez de pubs pour profiter de la soirée bien méritée. L'alcool aidant, la ville semble en plus bien pourvue en nombre de jeunes femmes qui ne semblent pas trop farouches vu l'état de guerre en Angleterre. La soirée se passe au mieux et chacun profite du moment. Le lundi suivant, Otway passe en revue les troupes. Mais non pas celles en permission, mais le bataillon d'auxiliaires féminines qui avait l'ordre de faire parler par tous les moyens les commandos d'Otway. Aucun n'a laissé filtrer la moindre information sur l'opération en cours. Mission accomplie. Durant leur marche forcée vers l'objectif, alors qu'il fait encore nuit noire au milieu d'un champ, la troupe de 150 hommes de Otway se fait d'un coup culbuter par un ennemi inconnu. Les hommes tombent, crient et laissent passer la charge d'une troupe de vaches normandes prises de colère vis-à-vis des intrus. Heureusement, aucun homme n'est blessé à part quelques contusions faites par les bovidés français. La batterie de Merville a bien été neutralisée durant le 6 juin. Mais dès le 7 juin, les Allemands reprennent possession du site et arrivent à réparer 2 canons sur les 4. Ceux-ci sont aveugles car le poste de Franceville est détruit. Cela ne les empêche pas de tirer sur Sword Beach au hasard, générant quelques dégâts. Une seconde opération est menée sur la batterie de Merville le 7 juin, mais celle-ci est maintenant fortement défendue. Elle sera reprise à nouveau, mais le gain sera de courte durée car une contre-attaque allemande avec des blindés légers signera la défaite anglaise sur Merville. Le site ne sera pas repris avant le 17 août, lors de la fuite des Allemands de la région. Pendant longtemps, les autorités anglaises ont masqué cette opération, car ce ne fut pas le résultat escompté. L'opération est décrite dans le livre Le jour le plus long, mais pas reprise dans le film adapté du livre. Voilà, les opérations aéroportées sont terminées. Vous pouvez redécouvrir celle du secteur de la 6e Airborne de Otway dans la vidéo « La 6e Airborne prend l'est de l'Orne, opération Destic et Tonga ». La prochaine vidéo rejoindra nos soldats américains sur la plage de Utah Beach, là où la 4e division d'infanterie a pris pied en France, et nous les suivrons durant la matinée avec la célèbre prise du château de Brécourt par la 101e du lieutenant Winters. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long et à laisser un commentaire en dessous de la vidéo. À bientôt.